Cette fois-ci, pour parler la collaboration dans le journalisme d'investigation. Vous n'êtes pas sans savoir que cette thématique est très importante pour nous journalistes, surtout quand on est porté à travailler sur des sujets généralement d'intérêt public et où on est obligé de faire recours à certains collègues, certains partenaires pour pouvoir obtenir quelque chose de vraiment solide. Alors, je suis entouré de Maxime Domeny, qui est à ma droite, qui va certainement nous parler de son expérience. Il a un parcours assez éloquent dans les domaines des mises en relation et voilà, des mises en contact de journalistes. Il va certainement nous parler de son expérience. Maxime est journaliste. Il a travaillé dans le cadre du Consortium international des journalistes d'investigation dont il est membre. Et il a travaillé pour BBC. Il est basé à Dakar actuellement. Et il travaille pour GIGN, qui travaille aussi activement dans cette mise en contact, mise en relation, mise en synergie des journalistes sur le continent. Et à ma gauche, Ignace Sossou, qui est qui est au secrétariat permanent de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation et qui est chargé des aspects de communication au niveau de cette organisation des journalistes d'investigation en Afrique de l'Ouest. Lui, il va projeter une petite vidéo qui va mettre la lumière un peu sur l'importance de la collaboration, parce qu'il va aussi s'exprimer sur l'expérience de la Cenozo et il va bien sûr aborder l'aspect sécurité que cette collaboration requiert pour les journalistes. Alors, sans plus tarder, je pense que Ignace, on va commencer par toi. Tu avais une petite vidéo sous la main qui va certainement nous mettre l'eau à la bouche. Ok, je vous remercie. Bonsoir, rebonsoir tout le monde. Alors, la vidéo, c'est une petite présentation de l'expérience de la Cenozo en matière de collaboration et de partenariat sur le journal d'investigation. Alors, si la technique est avec nous, on va rapidement visualiser la vidéo. C'est une vidéo de moins de 2 minutes. Et après, on revient faire le débat. Pardon? Je dis que tu n'as pas intégré. C'est pas intégré dans? D'accord. Donc, en attendant que la technique soit prête, je voudrais quand même signaler quelque chose qui est très important. Vous n'êtes pas sans savoir que sur le continent africain, et notamment en Afrique de l'Ouest, une nouvelle génération de journalistes est en train de réécrire, sinon d'écrire une nouvelle page dans les domaines du journalisme d'investigation, c'est-à-dire les cadres de collaboration que nous avons sont en train de se multiplier
tout ça pour renforcer cet élan de partenariat sur les thématiques que nous abordons dans les domaines non seulement de la gouvernance, la corruption, les droits humains, tout ce qu'il y a comme sujet qui peut impliquer l'intérêt public. Et les journalistes y travaillent et la CNOSO, en tout cas, a créé cette dynamique, disons, la renforcer afin que nous puissions travailler sereinement. Et la CNOSO n'est pas un vase clos. Vous savez qu'il y a d'autres organismes, d'autres structures à l'international, comme le Consortium international des journalistes d'investigation et IPC également, et d'autres structures qui œuvrent dans le domaine du renforcement de cette collaboration parce que on va sans doute toucher ces aspects. Cet élan a des mérites. La collaboration a des mérites. Maxime aura certainement l'occasion de nous en parler. Et donc, les journalistes sont capables de rassembler des ressources pour leur enquête. Et donc, cette session va explorer comment les journalistes tirent parti et tirent profit du partenariat pour renforcer leur projet d'enquête. Donc, c'est bon? C'est bon. Il t'avait demandé qu'on envoie les supports. Donc, c'est bon, voilà. Donc, on va pouvoir démarrer avec la présentation de la petite vidéo que mon collègue Ignace va commenter juste après. Donc, je rappelle que cette session s'appelle Renforcement des partenariats et de la collaboration dans le journalisme d'investigation.
Moumar Dieng et Elsa Sandrine. Moumar Dieng va sûrement nous rejoindre en cours de débat, mais pour le moment, nous allons entamer avec Ignace et Maxime. Ignace, tu as la parole. Je vous remercie. Alors, cette petite vidéo, nous l'avons apprêtée pour donner un aperçu de façon générale sur le travail que la CENOZO a eu à faire en termes de partenariat, de collaboration, de journalisme d'investigation. Alors, si vous avez bien suivi, vous allez constater que nous sommes à notre 4e expérience avec les Pandora Papers. Donc, avant les Pandora Papers, nous avons eu Fatal Extraction qui était un peu comme un ballon d'essai. Et après ça, il y a eu le vrai projet de partenariat et de collaboration de journalisme d'investigation qui a été le West Africa List, un projet initié en 2018. Et après ça, nous avons les FinCEN Files, les fuites de données du trésor américain. Et après, nous avons les Pandora Papers. Alors, tous ces projets pour montrer toute l'importance et la valeur de la collaboration du partenariat du journal d'investigation. Alors, ce travail, si nous allons parler en termes d'efficacité, ça permet aux journalistes de collecter facilement l'information. Vous imaginez que vous êtes journaliste burkinabé et que vous travaillez sur une multinationale qui a des ramifications un peu partout en Afrique et en Europe. Alors, la collaboration et le partenariat vous permet tout simplement de collecter des informations dans ces différents pays sans forcément vous déplacer. Et donc, vous avez un réseau de journalistes en qui vous avez confiance, bien évidemment, parce que le partenariat est basé sur un certain nombre de principes ayant rapport avec la déontologie et les règles de base du journalisme d'investigation. Et donc, vous vous mettez ensemble avec des gens avec qui vous partagez les mêmes visions, les mêmes valeurs, avec qui vous avez, un certain nombre de principes, et vous travaillez sur des thématiques pouvant vous permettre d'aboutir à un résultat qui aura plus d'impact. Et c'est ce que les différents projets que nous avons présentés dans la vidéo là ont montré. Alors, quand vous prenez les Fatal Extraction qui a concerné les pays, le Burkina, le Niger, le Sénégal, au début, la thématique a été développée dans ces différents pays et il s'est fait dans la collaboration. La collaboration a révélé que les mêmes problèmes étaient identifiés dans les différents pays et les interconnexions entre les différentes sociétés ou les différents acteurs mis en cause dans tel ou tel pays ont été révélés par cette collaboration. Et c'est pareil pour les West Africa List qui a permis aux journalistes de travailler sur les flux financiers illicites et de révéler des affaires qui ont rapport avec tous les pays, mais qui sont partis d'une même base de données. Et donc, la collaboration permet aux journalistes de travailler beaucoup plus sereinement et d'avoir plus d'informations. Parce que quand vous êtes en collaboration et que vous avez une information, par exemple, sur la France, et que vous avez un réseau de journalistes d'investigation basé en France, vous pouvez les contacter, faire appel à l'information. Vous pouvez même utiliser vos collègues de journalistes d'investigation dans d'autres pays pour faire de l'infiltration. Il est déjà arrivé que on a besoin d'une information dans un pays, on ne peut pas se déplacer, mais l'information est tellement vitale pour l'enquête qu'on sollicite un collègue qui peut peut-être faire de l'infiltration, passer incognito, nous aider à recueillir l'information, à recouper l'information et à enrichir notre papier. Alors, la collaboration aussi permet aux journalistes d'avoir plusieurs angles de traitement. Parce que quand vous êtes plusieurs à travailler sur une thématique, vous avez un champ de vision plus large. Et donc, vous abordez le problème, je vais dire, dans tous ces compartiments. Vous n'êtes plus en vase clos, vous ne travaillez pas seul, vous êtes, en collaboration avec vos collègues. Et cela vous permet d'avoir, plusieurs angles de traitement, plusieurs versions
comment on appelle, non, je ne dirais pas version, mais plusieurs façons justement de voir, le problème. Et ça enrichit évidemment votre papier. Alors, la collaboration aussi, l'autre avantage que cela comporte, c'est la sécurité du journaliste. Vous savez, le journal d'investigation, on est souvent confronté aux menaces de perte de données, d'agression, de pression qui vont jusqu'à amener certains journalistes à abandonner leur sujet. Alors, quand vous travaillez en collaboration, c'est que vous n'êtes pas seul à avoir l'information. Vous avez forcément quelqu'un qui partage les mêmes informations que vous. Vous fonctionnez peut-être en binôme ou vous avez un mentor qui centralise les données, etc. Et donc, du coup, ça vous protège. Même si quelque chose vous arrive, les données que vous avez collectées ou le sujet sur lequel vous travaillez, le sujet ne va pas disparaître. Si vous recevez la pression de l'extérieur, vous savez que vous n'êtes pas seul parce que ceux qui vous mettent la pression, quand ils se rendent compte que vous n'êtes pas seul et que vous êtes en réseau, là, ça vous donne beaucoup plus de poids à continuer le travail que vous faites. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois où des journalistes ayant travaillé sur des sujets en collaboration avec d'autres partenaires, d'autres collègues journalistes, ont finalement eu gain de cause sur ceux-là qui leur mettent la pression. Parce que finalement, les gens ont découvert que même si on fait du mal aux journalistes, l'affaire ne va pas s'arrêter. Et comme vous êtes des journalistes en collaboration avec d'autres journalistes d'autres pays, même si l'article n'est pas publié dans votre pays, ça sera publié dans d'autres pays. Et la collaboration et le partenariat des journalistes d'investigation ont déjà prouvé cela, notamment au niveau de la CENOZO qui offre d'ailleurs même une ligne éditoriale pour tous les journalistes ouest-africains. Si par exemple, vous travaillez sur un sujet et que vous êtes censuré dans votre pays, votre article peut être publié sur la plateforme de la CENOZO. C'est l'un des avantages qu'on peut tirer de la collaboration. Même dans les Pandora Papers, nous avons connu une affaire comme ça en Côte d'Ivoire où le confrère a fini son article, mais sa rédaction a refusé de publier. Et c'était même devenu un peu comme de la calomnie parce qu'on estimait qu'il n'a pas bien fait son travail et tout, alors qu'il a respecté toutes les étapes qu'on pouvait respecter dans une rédaction pour faire une enquête. Et donc, finalement, son enquête n'a pas été publiée par son média, mais l'enquête a été lue partout dans le monde parce que l'enquête mettait évidemment en cause le Premier ministre. Et un Premier ministre en Côte d'Ivoire, vous imaginez tous les médias qui sont en collaboration avec le gouvernement et tout. Donc, du coup, ça posait un problème. Mais l'article est actuellement sur le site de la CENOZO et il y a plein d'autres médias qui l'ont repris. Et c'est ça, en fait, la force de la collaboration. Si vous êtes censuré par votre média, vous avez d'autres possibilités de toujours publier votre enquête. Donc, je vais d'abord m'en arrêter là. Et après, nous allons revenir en détail sur le sujet avec vos questions. D'accord. Merci, Ignace. Déjà, il y a des questions qui commencent à pleuvoir. Nous avons des questions qui nous arrivent en ligne. Mais avant, je vais passer la parole à Maxime. Maxime, toi qui as une riche expérience, tu as un parcours quand même de journaliste qui est assez éloquent. Et aujourd'hui, tu as senti cette nécessité de mise en relation, de mise en synergie. Alors, pourquoi ce besoin-là et comment ça fonctionne, vu ton expérience, et comment ça se passe en réalité, cette mise en synergie, cette mise en relation? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dave. Merci pour voilà. Voilà. Je remercie aussi Ignace qui... Ok, je remercie Ignace aussi qui m'a précédé, qui a fait une brillante présentation. Alors, moi, je travaille pour une organisation, GIGN, Global Investigative Journalism Network. C'est, on va dire, réseau en français, c'est le réseau international pour la promotion du journalisme d'investigation dans le monde, qui est constitué de plus de 200 organisations membres. Qui est constitué de plus de 200 organisations membres dans plus de 80 pays. Voilà, donc je disais que je travaillais pour une organisation qui est constituée de 200 organisations, 200 médias ou organisations de journalisme d'investigation
c'est soit des médias, c'est soit des institutions qui promeuvent les journaux d'investigation, c'est soit des écoles, des centres de formation en journalisme d'investigation et dans plus de 80 pays à travers le monde. Et moi, je suis le responsable, ce qu'on appelle chez nous le regional editor, c'est un responsable régional. Le micro siffle un peu, c'est bon? Ok, je suis donc le responsable afro-francophone de cette organisation. Et une partie justement de mon travail, une grande partie de mon travail au quotidien, c'est de mettre en réseau des journalistes avec des journalistes entre eux, un journaliste, je ne sais pas, de Djibouti qui cherche des informations au Burkina, par exemple, ou mettre en relation les journalistes avec des sources, ou mettre en relation des journalistes avec des potentiels médias qui pourraient reprendre leur sujet. Et voilà, donc notre travail, c'est une mise en relation. Pourquoi une mise en relation? Pourquoi est-ce que c'est si important pour nous? Parce que, vous savez, lorsqu'on parle de collaboration, ça s'oppose à compétition ou rivalité. Naturellement, lorsqu'on est une organisation de médias, on est une entreprise ou une organisation, quel que soit son format juridique, on est tenté en fait d'aller en compétition, en rivalité avec d'autres médias. Et ça se fait tous les jours. Et on se considère entre médias ou entre journalistes comme des compétiteurs ou des rivaux. Mais nous, moi personnellement surtout, notre compréhension, notre philosophie sur la question est que en termes de journalisme d'investigation, nous avons plus besoin de collaboration que de compétition. On n'a pas besoin de rivalité parce que les personnes, les institutions sur lesquelles porte le journalisme, porte l'investigation, c'est des réseaux qui sont puissants, c'est des réseaux où vous avez quelqu'un qui est, je vais donner un exemple, qui est par exemple en Côte d'Ivoire, qui est de mèche avec des gens qui sont en Russie, pour un marché minier qui est au Niger, avec une entreprise qui est créée par exemple, je ne sais pas, au Panama, mais créée dans une juridiction aux îles Vierges britanniques. Vous voyez un peu. Et donc, ça va dans tous les sens et c'est fait à dessein pour justement noyer les choses, pour justement couvrir des faits qui sont répréhensibles. Alors, lorsque vous êtes face à ces gens de réseau qui sont assez puissants, assez organisés, qui ont des moyens 1000 ou 1 million de fois plus importants que les médias, un seul média ne peut pas se permettre de vouloir enquêter sur ces réseaux. Et donc, nous avons besoin d'être en collaboration parce que les sujets sont tellement complexes que les médias, surtout les médias qui s'aventurent sur le terrain de l'investigation, ont plus besoin de collaboration que de compétition, que de rivalité. Donc, c'est tellement important pour le journalisme d'investigation et c'est surtout important de nos jours. C'est surtout important de nos jours. La preuve est que les grandes enquêtes qui ont secoué le monde ces dernières années, c'est des enquêtes qui ont été produites par des réseaux de journalistes. On a cité tout à l'heure les Panama Papers, on a cité récemment Pandora Papers et bien avant les West Africa Leaks. Donc, ça, c'est des enquêtes qui ont été faites dans le cadre de projets collaboratifs et donc qui ont eu de l'impact. Et donc, c'est la preuve la plus éloquente que la collaboration paie plus que la rivalité ou la compétition. Justement, pourquoi faut-il collaborer? Mon prédécesseur Ignace, il a cité un certain nombre de choses. La mutualisation des moyens, j'ai dit tout à l'heure que les personnes, les institutions, les entreprises sur lesquelles portent ces enquêtes, c'est des gens, c'est des personnes qui ont des moyens, mais 1000 fois ou 1 million de fois, je ne sais pas combien de fois, plus importants que les médias. Et donc, ils ont la capacité d'étouffer des investigations. Maintenant, si vous êtes ensemble, c'est plus difficile de les étouffer. Raison sécuritaire, vous partagez le risque lorsque vous n'êtes pas seul. Lorsque vous êtes seul, vous concentrez toute l'attention de ceux sur qui vous travaillez. Mais lorsque vous êtes plusieurs, ou bien que la personne sait que vous êtes plusieurs, alors il devient difficile, en tout cas, de porter atteinte à votre travail. Et en plus, comme on dit, un tuera, on va tuer, tuera 1000, 10 tueront 10 000. Ça veut dire que là où une personne, un seul média peut aller, deux mises ensemble peuvent aller 10 000 fois plus, en tout cas 10 fois plus loin que là où un seul journaliste ou un seul média peut aller. Alors, aujourd'hui, il se fait qu'il y a des opportunités de travail de façon collaborative. Il y a des cadres qui existent comme la CENOZO, qui vous permettent, des cadres permanents qui existent, donc qui vous permettent à tout moment, lorsque vous voulez travailler sur une question, de pouvoir trouver
des journalistes. Et nous, par exemple, au niveau de GIGN, même si nous-mêmes ne produisons pas, nous ne finançons pas des enquêtes directement, nous, comme je l'ai dit tantôt, une partie importante de notre travail, c'est de mettre en relation des journalistes avec d'autres journalistes. Un journaliste, je ne sais pas, de la Côte d'Ivoire ou du Burkina, qui a besoin d'informations en Ukraine, par exemple, ou a besoin d'informations, je ne sais pas, en Jordanie, ou quel que soit en tout cas le pays sur cette planète où vous avez besoin d'informations, ou bien où vous avez besoin de collaboration, nous, on peut aider les journalistes et c'est ce que nous faisons au quotidien à pouvoir rendre ça possible. Et donc, il y a ces cadres de collaboration qui existent, mais il y a aussi des cadres de collaboration. Et par exemple, parlant de cadres de collaboration permanente, je peux citer aussi l'exemple de... Bon, il y a une organisation qu'on appelle AIPC, African Investigative Publishing Collective, qui est un réseau panafricain qui existe aussi pour promouvoir justement le travail collaboratif entre les journaux d'investigation. Il y a bien sûr, on ne peut pas manquer de citer AICRG, qui est le consortium international du journalisme d'investigation, à l'origine de tous ces scandales, Panama Papers, Pandora Papers, Fist and Fall, qui a des membres, mais qui a aussi des collaborateurs un peu partout en Afrique et dans le monde pour aider les journalistes à travailler ensemble sur des projets en commun. Maintenant, il y a aussi des occasions, des opportunités de travail de travail collaboratif ponctuel. C'est-à-dire que tout ce que j'ai cité, c'est des cadres qui existent, où des gens sont membres, où des gens réfléchissent au quotidien. C'est des cadres permanents. Maintenant, il peut y avoir des occasions où vous avez besoin de façon ponctuelle de l'aide quelque part dans un autre pays, ou bien vous avez une information qui concerne un autre pays, vous voulez que quelqu'un confrère de ce pays-là puisse collaborer avec vous. Donc, il y a aussi ces opportunités qui sont là et vous pouvez toujours solliciter, justement, comme je l'ai dit, notre aide pour vous aider à créer ce cas de collaboration ponctuel pour pouvoir travailler en tout cas sur vos enquêtes et ainsi de suite. L'une des choses que je voudrais souligner avant de repasser la parole à Dave, c'est que lorsque vous travaillez en réseau, lorsque vous travaillez de façon collaborative, vous tirez beaucoup d'expérience déjà, parce que vous travaillez avec une autre personne qui a peut-être un autre niveau d'expertise ou bien de l'expertise dans un autre domaine que vous grandissez ensemble en fait, vous échangez et donc vous grandissez ensemble. Vous n'êtes plus la même personne lorsque vous finissez une enquête que ce que vous étiez avant de finir cette enquête. Vous développez de l'expertise, vous apprenez en fait de la démarche aussi d'autres journalistes d'autres pays. Et donc c'est important aujourd'hui, s'il y a une chose à garder de ce panel, c'est qu'aujourd'hui, la collaboration, en tout cas, le travail collaboratif en termes de journalisme d'investigation, c'est l'avenir du journalisme d'investigation, surtout sur un continent comme l'Afrique, où les moyens des médias sont tellement dérisoires, et les médias sont tellement vulnérables. C'est dit que la majuscule chose qui pourra, en tout cas, garantir l'avenir du journalisme d'investigation en Afrique, sur ce continent, c'est justement la collaboration et non la compétition et non la rivalité. Je vous repasse la parole, Dave. Merci. Merci, Max, pour ces explications qui vraiment nous font voir toute l'importance de la collaboration dans les domaines du journalisme d'investigation. Mais j'allais en tout cas revenir à chacun d'entre vous par rapport à la connotation sécurité. Je voudrais qu'on insiste un peu plus là-dessus. Je sais que chacun d'entre vous a une expérience en la matière. Ignace, tu as connu les déboires de la justice jusqu'à la prison. Tu as reçu des plaintes. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que la collaboration t'a apporté dans ces épreuves que tu as vécues? Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand vous travaillez en collaboration, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et en tant que journaliste d'investigation, si vous êtes attaqué, que vous sentez que vous n'êtes pas seul, vous avez le courage d'aller jusqu'au bout. Alors, moi, je faisais partie du projet West Africa List. Et quand j'ai publié mon enquête qui mettait en cause le conseiller au commerce extérieur de la France près le Bénin, j'ai reçu une plainte, j'ai reçu une convocation et je me suis présenté. Et quand j'ai été auditionné pour la première fois, tout ce que les gens voulaient savoir, c'était avec qui j'ai travaillé, qui sont mes sources d'information. Et quand
j'ai dit que j'avais travaillé en collaboration avec la Cenozo et la SSJ. Bon, en ce moment, la Cenozo n'était pas encore très connue parce que c'était en 2018, donc c'était vraiment les débuts de la Cenozo. Mais tout le monde connaissait la SSJ, le consortium international, qui avait déjà travaillé sur les Panama Papers, les Swiss Leaks et tout. Et donc, du coup, tout de suite, ça équilibre un peu les forces. Ce n'est plus le journaliste lambda qu'on peut aller chercher dans sa rédaction et intimider facilement. On sait que vous n'êtes pas seul, vous travaillez avec des gens et que les informations dont vous disposez même pour produire votre enquête ne viennent pas forcément de vous, mais viennent des sources beaucoup plus puissantes. Et donc, du coup, ça vous met d'abord en sécurité, même si les violations doivent être, vos droits doivent être violés et tout, mais il y a quand même, comment on appelle, les gens ont un peu d'égard, en fait, par rapport à ce qu'on vous reproche. C'est-à-dire, on vous traite mieux parce qu'on sait que, dans le fond, vous n'avez quand même pas fait un travail bâclé. Et donc, du coup, vous-même en tant que journaliste, ça vous met en sécurité. Alors, et l'autre avantage en termes de sécurité, c'est que quand vous êtes journaliste d'investigation et que vous travaillez en collaboration sur des sujets et que vous faites l'objet d'une poursuite, tout de suite, tous les réseaux de journalistes vous viennent en aide. Moi, je me rappelle quand j'ai fait l'objet de poursuites en 2018 dans le projet de flux financiers illicites, c'est des réseaux de journalistes qui ont payé mes frais d'avocat. Et ça, c'est... Si j'étais seul, je n'aurais peut-être pas les moyens de payer l'avocat. Parce que j'étais face à un multimilliardaire qui avait lui seul pour ce procès 3 avocats. Et moi, ma première audience même, je n'avais pas d'avocat. J'étais allé seul. Mais quand j'ai donné l'information sur la poursuite dont je faisais l'objet, automatiquement, le réseau s'est mobilisé et m'a pris un avocat. Et donc, vous voyez, quand c'est comme ça, le journaliste est beaucoup plus, qu'on appelle, beaucoup plus serein. Et là, il fait beaucoup plus face sereinement à ce qu'on lui reproche. Vous imaginez, vous vous présentez à un procès et qu'en face de vous, vous avez, comment on appelle, votre adversaire ou bien le plaignant à 3 avocats et que vous n'avez même pas quelqu'un qui puisse prendre la parole en votre nom et que vous êtes seul face à tout cela, d'une manière, vous perdez votre équilibre intérieur. Et quand c'est comme ça, le journaliste devient vulnérable. Et donc, quand vous travaillez en collaboration, là, vous réduisez cette vulnérabilité vis-à-vis des oppresseurs et ça vous donne un sentiment de sécurité. Alors, l'autre aspect, c'est que quand vous vous sentez menacé sur, comment on appelle, dans votre environnement, parce que le journal d'investigation, il peut bouger beaucoup, mais quand il se sent menacé, tout de suite, il donne l'alerte. Je me rappelle que quand nous, on était sur les projets West Africa List, on avait formé des binômes. Et donc, l'un ne bouge pas sans donner l'alerte de là où il va ou de ce qu'il fait à l'autre. Et jusqu'à présent, ces binômes que nous avons formés continuent toujours de fonctionner. C'est-à-dire, nous avons gardé des liens qui nous permettaient à chaque fois de donner l'alerte quand il y avait un problème. Moi, je me rappelle un jour, je travaillais sur un sujet, j'étais allé voir une source et à mon retour, peut-être que c'est arrivé comme ça, mais j'ai raté un accident, c'était quand même un peu suspect. Tout de suite, j'ai donné l'alerte. Le comité de protection des journalistes a été informé. J'ai été contacté pour savoir, en fait, ils m'ont contacté de façon permanente pour savoir l'évolution. Est-ce que les menaces continuent? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce qu'il faut me faire quitter le pays? Comment on va faire? Donc, tout de suite, il y avait un national qui était déployé pour ma sécurité et pour préserver ma vie. Et donc, moi, je trouve que c'est un aspect important pour le journal d'investigation, surtout dans notre contexte où nous avons des régimes répressifs qui des régimes qui ne font, aucun cadeau aux journalistes d'investigation qui se hasardent sur des sujets sensibles. Et donc, du coup, ça permet aux journalistes
de ne pas se sentir seul dans son travail, d'avoir, comment on appelle, je vais dire, un étendard qui lui permet en fait de faire son travail en toute tranquillité. Merci Ignace. Avant de repasser la parole à Maxime pour qu'il nous parle un peu de son expérience côté sécurité, je signale que la CENOZO, qui est quand même une organisation très exemplaire sur cette thématique de la collaboration et qui a posé les jalons et qui a fait fédérer les journalistes et qui fait travailler les journalistes en symbiose, en synergie, a aussi des membres. Dans cette salle, il y a Pierre Claver, il y a Sidi Daou, Amina, Ahmed. Voilà, je pense qu'ils peuvent aussi nous compléter aux besoins, et voilà, au fur et à mesure que nous avançons dans cette thématique. Maxime, je te redonne la parole par rapport à l'aspect sécurité. Oui, justement, comme l'a brillamment dit Ignace, en fait, lorsque vous travaillez lorsque vous faites une enquête, c'est que vous avez des choses qui sont cachées sur des personnes, généralement des gens qui sont puissants, ou des entreprises, en fait, personnes physiques, on va dire personnes physiques ou morales, généralement puissantes, des choses compromettantes, en fait, sur ces personnes. Et lorsque ces personnes sont au courant que quelqu'un, journaliste, est en train de travailler pour révéler des informations compromettantes sur eux, le premier réflexe, c'est d'étouffer, en fait, l'affaire. Donc, l'objectif, c'est d'étouffer l'affaire. Et c'est ce qui les pousse, par exemple, à vouloir attenter à votre vie, à vous menacer, à vous intimider. Si la personne sait qu'il pourra le faire en arrêtant une personne, en portant en tête à la vie d'une seule personne, alors c'est très facile, la tentation est grande d'y aller. Mais si la personne se rend compte que, même si elle porte, la personne physique comme morale, se rend compte que même si elle porte atteinte à la vie de ce journaliste qu'il connaît, il n'arrête pas non plus, il n'arrête pas pour autant l'évolution de l'enquête, alors la personne se demande bon, à quoi bon, parce que menacer un journaliste, intimider un journaliste, c'est quand même un risque. Et s'il faut le faire, mais ne pas atteindre son objectif, à quoi bon le faire? Et donc, c'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que certains sujets, par exemple, certains sujets, surtout s'ils sont sensibles, demandent que le journaliste, en tout cas le média, ne le fasse pas seul. C'est important pour certains sujets, même si vous l'avez seul, même si vous avez tous les éléments, vous avez enquêté, vous avez tout seul, c'est important parfois de partager en fait ces informations avec d'autres médias, de sorte que à la publication, par exemple, que vous ne soyez pas seul à subir en fait la pression de ces personnes, de ces entités, de ces personnes physiques ou bien de ces entités. Et donc, c'est important, c'est on va dire, c'est une barrière importante, en tout cas face à la sécurité, lorsque vous travaillez ensemble avec d'autres personnes. Voilà ce que je pourrais ajouter. Merci, merci Maxime. Donc, je demandais aux collègues, camarades qui sont là, s'ils veulent nous compléter aux besoins avant d'ouvrir la séquence questions-réponses. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des questions qui nous arrivent déjà. Ça veut dire que les débats vont être intéressants. Oui. Oui, tu peux venir par là, s'il te plaît. Voilà, bonsoir. Donc, par rapport à cette collaboration, je crois que j'ai quelque chose à dire. À un moment, je voudrais réaliser un reportage à la frontière Niger-Libye. Il fallait traverser jusqu'à au moins 800 km, 500 km, disons, du désert dans le Sahara nigérien. Je n'avais pas les moyens et on m'a fait trop peur pour ne pas aller. Le gouvernement même était opposé à ce que je parte là-bas. C'est au temps de la COVID-19. C'est en ce temps-là que j'ai expliqué ma situation à Senozo et l'un de leurs patrons m'a conseillé de partir et en essayant même de me trouver un appui financier de la Senozo pour partir là-bas. Et grâce à cet appui, je suis allé en toute sécurité. J'ai réalisé mon reportage à la frontière Niger-Libye et j'ai prolongé jusqu'à aller vers la frontière tchadienne. Au fur et à mesure que j'évolue, en tout cas, à chaque fois, il m'écrit un message. Avant de bouger, il me demande d'envoyer un message.
Mais à un moment, je pensais que j'ai changé seulement avec lui jusqu'au point où de lui poser la question, mais vous me demandez à chaque fois de vous envoyer un message. Est-ce que mon message ne pourra pas être intercepté par... C'est à ce stade-là, elle m'a fait comprendre, en fait, c'est un réseau et je suis protégé de ne pas m'inquiéter par rapport à ça. Donc, c'est depuis le jour-là, je sais que voilà, Senozo peut appuyer tous les jeunes journalistes qui vont se lancer dans le journalisme d'investigation. Et c'est à ce stade-là que j'ai compris l'importance aussi d'intégrer un réseau de journalistes pour mener ce travail. Parce que c'est vrai, c'est un travail passionnant, mais c'est aussi un travail dangereux pour quelqu'un qui voulait ou bien qui veut l'exercer tout seul. Donc, c'est pourquoi je voudrais ajouter et dire à tous ceux qui ont l'intention, à tous ceux qui veulent faire ce travail de journalisme d'investigation, vraiment, je les conseille d'intégrer un réseau qui va les aider à le faire parce qu'avec un réseau, c'est très facile et vraiment, on se sent en sécurité. Merci. Merci, Ahmed. Amina veut dire quelque chose. Ensuite, on ouvre les débats pour les questions. D'accord, j'aimerais revenir sur les mérites de la collaboration. Je vais parler de mon exemple personnel. Je suis une des bénéficiaires des femmes journalistes que la Senozo a formées en 2019, non? Voilà. Donc, moi, je voulais écrire sur la carte d'invalidité et il y a une consoeur qui voulait écrire exactement la même chose. Arnaud a voulu qu'on se mette ensemble. Pendant 3 jours, je partais, je disais à Arnaud, non, tout pourquoi c'est nous seuls, on doit se mettre ensemble. Arnaud dit non, il faut que vous vous mettez ensemble. C'est l'un des objectifs de la Senozo. Mais à la fin, j'ai compris que ça a tellement d'avantages. Parce que même au plan humain, tout seul, on a sa façon de travailler à soi. Et chaque personne est un individu à part entière. Et dès qu'on a un objectif commun avec une deuxième personne, on apprend forcément, on retient forcément quelque chose de cette personne. Dans notre équipe, par exemple, on avait 2 personnes au caractère assez différent. Une personne qui a toujours, qui a chaque fois des idées, mais qui n'arrive pas à les appliquer dans, comment, tout de suite. Et une autre personne qui n'avait pas d'idée, mais qui, dès lors qu'on lui soumet une idée, elle est tout de suite prompte à exécuter. Donc, à la fin, chacune a été vraiment enrichie. Donc, au-delà des questions sécuritaires, comment dirais-je, de la richesse même des informations que chacun pourra individuellement récolter, au plan humain, on gagne beaucoup en fait à travers cette collaboration-là. Et je pense que vous avez raison de promouvoir cela. Merci. Merci, Amina. Sidi, c'est bon? Pierre Claver, c'est bon? D'accord. De toute façon, vous aurez certainement l'occasion de réagir aux questions qui vont être posées. J'en ai déjà enregistré 2. Donc, du coup, nous ouvrons la séquence des questions, questions-réponses. Ignace et Maxime, il y a 2 questions pour vous. La première s'adresse sans doute à Ignace. Ignace, il y a une de nos consoeurs qui est au Burkina qui souhaiterait savoir combien de journalistes ont travaillé sur les Pandora Papers en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est une question importante. Et apparemment, il n'y a pas eu assez de communication autour des productions. C'est ce que j'ai compris à travers sa question. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Alors, d'abord, il faut commencer par dire que les Pandora Papers, c'est plus de 600 journalistes dans plus de 100 pays à travers le monde. Et en Afrique, comme sur les FinCEN Files, Senozo a fait une exception. On ne sait plus, parce que la Senozo, en fait, son champ de compétence, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire tous les pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie. Mais sur les Pandora Papers, la Senozo a fait une exception en s'ouvrant vers l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Et donc, dans les Pandora Papers, nous avons des journalistes de l'Afrique de l'Ouest,
des journalistes, par exemple, nous avons une journaliste des Comores, nous avons un journaliste, comment on appelle, du Zimbabwe. Et donc, au total, c'est 25 journalistes ouest-africains, bon, je vais dire africains de façon générale, que la Cenozo a parrainé et a coaché pour les Pandora's Papers. Merci Ignace. Je signale que Momar Dieng vient de nous rejoindre. J'avais dit qu'il allait certainement nous rejoindre. Momar Dieng est membre de la Cenozo, membre de première heure. Hein. Voilà. Momar Dieng, sois le bienvenu. Nous avons commencé le sujet. Je pense que tu pourrais intervenir au fur et à mesure. Maxime, il y a une question qui est posée par rapport à voilà, comment faire partie d'un réseau comme la Cenozo, GIGN, pour participer à une enquête régionale. Ouais, bon, je vais par exemple commencer par parler de GIGN et donner un exemple concret. Vous savez, avec les Pandora Papers, il y a eu des artistes sur un certain nombre de pays. Ignace vient de citer par exemple les Comores. Comment est-ce que le projet du Comores est né? C'est né tout simplement parce que il y a Ignace justement qui est ici, qui m'a présenté une consoeur des Comores qui s'intéresse au journalisme d'investigation. Et à mon tour, au niveau de GIGN, j'ai introduit cette consoeur à l'ACIG, qui est le Consortium international du journal d'investigation, sans savoir qu'il y avait un projet en cours. C'est comme ça qu'au niveau de l'ACIG, sachant qu'il y avait un projet en cours ou un projet en vue et que comment pourrait être intéressé, elle a été ajoutée en fait à ce projet. En fait. Et c'est comme ça que justement elle a participé à ce projet. Et c'est comme ça qu'il y a eu des articles sur les Comores dans le cadre de Pandora Papers. S'il n'y avait pas eu ces mises en relation, on aurait eu les Pandora Papers, par exemple, sans le cas des Comores, pas parce qu'il n'y a pas la matière, il y a la matière, mais parce qu'il n'y a pas eu ces occasions, ces opportunités de collaboration. Et donc, lorsque vous êtes journaliste d'investigation, c'est important de s'approcher d'autres journalistes d'investigation. Et comme je le dis aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement d'organisations qui existent. Comme je l'ai dit, nous, par exemple, au niveau de GIGN, notre travail, une partie importante de notre travail, c'est de mettre les journalistes d'investigation en relation, de les aider, non seulement les mettre en relation, mais de les aider, essayer de démocratiser en fait les outils qui permettent aux journalistes d'investigation de travailler. Dans une vie antérieure, on va dire que par exemple, certains grands médias peuvent avoir accès à certaines technologies et certains médias en Afrique qui sont plus vulnérables, qui sont plus faibles, peuvent ne pas avoir accès à cette technologie. Nous, notre travail, c'est de démocratiser ces outils pour permettre, par exemple, à un journaliste qui est dans un village, je sais pas, dans une localité reculée de l'Éthiopie, on va parler de l'Afrique francophone, par exemple, de la Guinée, du Mali, de pouvoir accéder aux mêmes outils que, par exemple, de mêmes outils que, par exemple, les New York Times ou, par exemple, Al Jazeera ou la BBC, en fait. Et donc, c'est important de savoir, c'est important de contacter les organisations. Comme j'ai dit, nous sommes là au niveau de GIGN, notre site internet gign.org est disponible et il y a là-bas le contact. Il y a la Cenozo qui est là, le site internet cenozo.org. Il suffit d'aller sur ce site-là déjà et de voir quels sont les contacts des personnes qui peuvent vous aider. Et c'est parti, quoi. Ça part de là. Il faut s'approcher, il faut justement se renseigner, aller sur Internet, se renseigner, et voir un peu quelles sont les organisations qui existent, les personnes qui existent. Nous, déjà, le GIGN et la Cenozo sont des organisations qui sont là, qui peuvent aider les journalistes en Afrique à rentrer en collaboration avec les réseaux qui sont existants ou bien les réseaux qui sont en construction pour des projets particuliers. Et donc, c'est très facile, en fait, de rentrer en contact avec des réseaux qui traversent les journaux d'investigation. Merci, Maxime. Voilà, je disais que Momar nous a rejoints. Et Momar est membre fondateur de la Cenozo. Momar, ça nous intéresserait d'en savoir par rapport à ton expérience personnelle, par rapport à cette thématique qui nous réunit aujourd'hui, qui est la collaboration, les partenariats, et éventuellement déboucher sur les généralités. On ne va pas se lasser de quand même rappeler les mérites de la nécessité pour les journalistes d'investigation de collaborer. Merci David. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment désolé d'être arrivé en retard parce que sur le timeline que j'ai reçu, il était marqué 17h45, enfin 5h45 p.m. Moi j'ai compris 17h45 heure sénégalaise, quoi. Apparemment il s'agissait un peu de l'heure sud-africaine.
Bon, bref, j'ai dû faire un peu de gymnastique pour arriver, pour ne pas, enfin, pour ne pas tout manquer, quoi. Donc, par rapport au sujet qui a été proposé, je pense qu'on en parle très souvent entre nous journalistes, parce que c'est un thème récurrent. De plus en plus, on a constaté qu'il y a une éclosion du journalisme d'investigation, surtout en Afrique, parce que d'autres continents sont déjà habitués. Mais pour ce qui est de l'Afrique et surtout de l'Afrique francophone, je pense qu'il y a une explosion vers ce sens-là. Maintenant, par rapport au thème, pour ne pas être long, moi, j'avais identifié simplement quelques éléments de réflexion pour dire que, à mon niveau, je comprends le caractère collaboratif du journalisme d'investigation en rapport avec ce qu'on fait un peu à l'intérieur. Moi, je pense que faire du journalisme d'investigation, c'est un peu faire du journalisme autrement. Parce que dans tous les cas, que ce soit journalisme classique au niveau local ou international ou politique, ainsi de suite, pour moi, le centre d'intérêt, c'est l'homme. Le centre d'intérêt, c'est la vie des gens. Le centre d'intérêt, c'est ce qui intéresse les gens au quotidien, que ce soit au plan économique, au plan social, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on a l'habitude de traiter au niveau local, on a d'autres moyens aujourd'hui et depuis plusieurs années de passer à un stade supérieur. Le stade supérieur, c'est quoi? C'est un peu les enquêtes collaboratives que l'on mène, que ce soit par rapport au détournement de fonds, par rapport à l'évasion fiscale, par rapport au rapine que l'on constate un peu dans l'exercice du pouvoir politique. Ce que je voulais dire à ce niveau, c'est que autant on peut s'intéresser à la vie des gens. Est-ce que la situation économique du pays permet aux personnes, aux Sénégalais, aux Togolais, aux Gambiens de vivre décemment? Mais cette situation-là, le journalisme d'investigation la transpose au niveau international. Parce que quand on parle de l'évasion fiscale, quand on parle des zones offshore, la réalité est que ce sont des facteurs d'évasion de l'argent public. Tu vois. Donc, d'une façon ou d'une autre, que ce soit au niveau local ou international, l'argent public est souvent détourné. Tu vois. Et le journal d'investigation, sur certains côtés, travaille à faire en sorte que ces pratiques mafieuses, plus ou moins détestables, selon qu'on est pour ou contre un certain journalisme, je pense que ce sont ces éléments-là qui nous permettent un peu de dépasser le cadre local de l'exercice du journalisme. Le deuxième point que je voudrais souligner, et ça c'est un peu à notre niveau personnel, moi je pense que le journalisme d'investigation, l'intérêt par rapport à l'aspect collaboratif, c'est un peu, à mon niveau, moi je comprends ça comme une formation continue. Tu vois, moi je comprends ça comme une formation continue. Un journaliste sénégalais, par exemple, qui n'a jamais fait d'investigation, si vous l'initiez au journalisme d'investigation, il va forcément, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, il va pouvoir travailler avec des journalistes maliens, avec des journalistes zambiens ou sud-africains ou français ou italiens. Moi, je pense que par rapport à toutes nos interrogations, toutes nos difficultés qu'on a au plan local, je pense que la pratique du journalisme d'investigation par un jeune journaliste ou par un vieux journaliste permet toujours de passer à une autre étape de l'exercice du métier de journaliste. Pour ne pas être long, l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est un peu sur l'aspect sécuritaire. Moi, je pense que quand on fait du journalisme d'investigation, en tout cas, moi, je l'ai constaté, c'est que on se sent un peu plus en sécurité à partir du moment où on travaille sur des sujets qui peuvent être dangereux, qui peuvent poser des problèmes aux journalistes dans son pays, mais à partir du moment où on fait le link avec des confrères qui sont de l'étranger, de France ou des États-Unis, je pense que souvent, on a... je suis désolé de le dire, mais moi, quand je travaille sur un sujet précis avec un journaliste français ou américain ou sud-africain, moi, je me sens un peu rasséréné, c'est-à-dire calme, c'est-à-dire un peu serein. Parce que je me dis que l'autorité qui est ici dans mon pays hésitera peut-être à s'en prendre à moi par rapport à des investigations qui ont été faites dans 3 ou 4 pays du monde. Tu vois. Moi, je pense que c'est un élément extrêmement important.
le dernier point que je voudrais, avec lequel je voudrais terminer, c'est un peu pour dire que on est aujourd'hui dans un contexte extrêmement difficile, avec la massification et un peu l'amplitude des systèmes de fraude qui ont été installés, qui ont été promus à travers le monde, avec les histoires de fraude fiscale, d'évasion, de détournement et de blanchiment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt de la collaboration entre journalistes des pays différents, c'est que, justement, à cause de l'amplitude des phénomènes de détournement, avec la massification de l'évasion fiscale, moi, je trouve qu'il est pratiquement impossible aujourd'hui pour un journaliste de travailler seul sur des sujets. Ce n'est pas possible. À moins, même si on y passe 3 ou 4 ans, je pense qu'il y aura le temps un peu que des choses s'effacent. Donc, pour moi, l'intérêt du journalisme d'investigation, c'est de suivre un peu le rythme de la consolidation des fraudes qui sont perpétrées au niveau international et au niveau mondial. Et sur ce plan-là, il n'y a pas meilleur antidote, à mon avis, entre un journaliste qui travaille au Sénégal, un journaliste qui travaille en Italie, un journaliste qui travaille dans un autre pays. Et moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il est possible un peu de faire un peu le tour de la question sur les investigations. Je vous remercie. Merci Momar pour cette brillante intervention. Alors, je vais, comme annoncé, demander à tous ceux qui ont des préoccupations ou même des contributions, des questions directes à les poser. C'est le moment. En attendant les questions, Maxime, tu voudrais ajouter quelque chose? Ouais, je voudrais juste souligner ce que, en attendant hein, que ceux qui ont des questions se manifestent, je voudrais juste souligner quelque chose voilà, que Moma et d'autres ont déjà évoqué, c'est-à-dire que le journalisme d'investigation, Moma l'a dit, est un travail de formation continue. Avant Moma, il y a la consoeur qui disait que, Aminata qui disait qu'en fait, c'est un travail, un exercice d'enrichissement mutuel en fait. C'est-à-dire qu'il y a des approches que vous avez votre approche, vous avez votre tradition dans votre organisation, dans votre média, vous avez une façon de faire des choses, d'apprécier les choses, mais en travaillant avec d'autres personnes, vous apprenez forcément, comme je l'ai dit, hein, on n'est pas la même personne après une investigation que ce qu'on était avant une investigation collaborative. Et il faut que les gens gardent à l'esprit que sans collaboration, il n'y aurait jamais eu de Panama Papers, il n'y aurait jamais eu de Fatal Extraction, il n'y aurait jamais eu de SwissLeaks, il n'y aurait jamais eu de FinCEN Files, il n'y aurait jamais eu de Pandora Papers, il n'y aurait jamais eu de plein d'autres scandales, gros scandales qu'on a connus ces dernières années et qui ont révélé autant vous imaginez l'ampleur de tous ces scandales. Il suffit juste de prendre l'ampleur de Pandora Papers et imaginer en fait l'ampleur de tous ces scandales, en fait, toutes ces révélations cumulées depuis les Fatal Extraction jusqu'à maintenant. Si vous voyez un peu l'ampleur de toutes ces révélations, et vous imaginez que tout ça n'aurait jamais eu lieu sans collaboration entre journalistes, c'est là que vous saisissez en fait l'importance, le rôle capital en fait de la collaboration dans le journalisme d'investigation d'aujourd'hui, mais aussi, comme je le disais, de l'avenir, parce que c'est justement la garantie en fait de la durabilité de l'investigation en fait. Donc, si le journalisme d'investigation va continuer à être exercé dans le monde, surtout dans un continent comme le nôtre ici en Afrique, ce sera grâce à la collaboration, non à la compétition, à la rivalité. Merci. Merci Maxime. Je signale que nous sommes suivis en direct dans 5 villes africaines, y compris Dakar, Abuja, Éthiopie, le Kenya et l'Afrique du Sud. Nous sommes suivis en direct pour cette présentation-là. Alors, quelqu'un avait demandé la parole? Oui. Vous vous présentez et vous posez votre question. Merci.
peux avoir le micro? Bonjour, Élodie Vial de PEN America, et merci beaucoup pour la qualité de vos interventions et vos éclairages. C'est très instructif et inspirant sur le potentiel de la solidarité journalistique. Moi, j'avais juste une question assez peut-être un peu concrète sur en fait comment est-ce que vous faites pour communiquer et éventuellement échanger des informations sur des sujets qui sont extrêmement confidentiels dans un contexte où l'Internet est évidemment surveillé, alors que vous travaillez avec plusieurs pays et donc, comme le disait Ignace, des 600 journalistes peuvent être impliqués. Voilà. Comment, sans peut-être donner trop de détails, mais dans les grands principes pour qu'on comprenne comment en fait sécuriser une enquête. Merci. D'accord. Amina, tu voudrais poser, on prend ta question avant de... Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes à votre 4e projet collaboratif. Mais j'ai l'impression que tout tourne toujours autour de l'économie, des flux financiers. Pourquoi n'avoir pas envisagé un projet de cette envergure sur la question du genre, par exemple, qui regroupe quand même beaucoup de personnes marginalisées, les femmes, voilà, les personnes vivant avec un handicap, beaucoup de personnes dont les droits sont brimés. Voilà pourquoi n'avoir jamais pensé à faire un travail qui va diversifier un peu, comment dirais-je, les différents problèmes que cette couche-là rencontre. Merci. Merci, Amina. Est-ce qu'il y a un troisième intervenant pour qu'on boucle, je pense? Sinon, je m'en vais redonner la parole à Maxime pour répondre à la question d'Élodie, à savoir comment nous faisons pour, et éventuellement, quels sont les canaux à travers lesquels nous travaillons de façon sécurisée. Voilà, Maxime. Oui, merci pour la question. En fait, je dis ça dépend des types de collaboration. Il y a des types de collaboration permanentes, c'est-à-dire qu'il y a des organisations comme Cenozo ou ACRG, par exemple, et chaque organisation a des plateformes de collaboration, en tout cas de discussion, en fait, au jour le jour, pour ses membres ou ses partenaires. Et donc, ça peut être léger, par exemple. Ça peut ne pas être très lourd comme plateforme, par exemple. Ça peut être assez relativement simple. Maintenant, sur des projets précis, concrets, sur chaque projet, il y a des plateformes précises qui existent, dont la CA est verrouillée, et donc dans lesquelles sont disponibles et dans lesquelles sont déposées les données, et donc auxquelles chacun peut avoir accès. Et donc, par exemple, il y a des technologies de sécurisation de double notification, tout ça qui sont utilisées pour accéder à ces bases de données. Et justement, chacun est responsable de ce qu'il fait en intégrant cette base de données, par exemple. Je sais que, par exemple, on peut, dans certains cas, vous interdire, par exemple, d'extraire des données de la base de données. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'informations, vous vous connectez, vous rentrez dans la base de données avec les méthodes, le protocole qui existe, par exemple, pour aller consulter les données, mais sans les extraire sur votre terminal, genre sur votre ordinateur, sur votre portable. Parce que, par exemple, sur votre portable ou sur votre ordinateur, ça peut être compromis ou bien ça peut être à risque. Et donc, ça, par exemple, c'est un mécanisme, mais pour chaque type de collaboration, pour chaque type de projet, il y a justement des plateformes plus sécurisées qui existent pour accéder aux données, pour les gérer, ainsi de suite. Maintenant, en dehors des projets, par exemple, pour les discussions quotidiennes, les échanges quotidiens, par exemple, entre journalistes d'investigation, membres de telle plateforme ou même membres de telle organisation. Je pense qu'il y a, certains utilisent même simplement WhatsApp, hein, il y a d'autres qui utilisent Signal et d'autres. Donc, c'est des plateformes qui existent
que d'autres, enfin, que tout le monde utilise d'ailleurs. Maintenant, si c'est des questions sensibles, il y a bien sûr des plateformes plus sécurisées qui demandent des technologies plus avancées qui sont utilisées. Voilà. Maintenant, juste, je vais donner quelques réponses et puis après, sûrement que Ignace ne va pas compléter. Ah oui, justement, lorsqu'on entend parler des Panama Papers et compagnie jusqu'à Pandora Papers, sorry, on a l'impression qu'en fait, le journalisme d'investigation ne s'applique qu'aux révélations. C'est la tentation, hein, c'est l'impression que certaines personnes peuvent avoir. Que l'investigation, en fait, c'est quand on parle de secrets financiers d'un ministre, d'un chef d'État, d'un chef d'entreprise. Mais non, ça c'est. Il s'est fait que beaucoup de grosses révélations de ces dernières années ont porté sur cette thématique. Mais chaque jour que le bon Dieu fait, il y a des projets, il y a par exemple tous les jours des articles sur le site de Senezo. Moi, j'ai lu un article sur, par exemple, que deux journalistes, un journaliste ivoirien et un autre du Libéria, ont fait sur comment les policiers, en fait, ils raquettent des gens sur l'As, Libéria, Côte d'Ivoire, par exemple. Et vous savez que, par exemple, c'est cette as-là que le patient qu'on a présenté comme étant porteur d'Ebola, qui aurait quitté le Libéria pour la Côte d'Ivoire, c'est cette as que le patient a utilisé. Et cette as, justement, quelques semaines ou quelques jours avant, il y a des journalistes de ces deux pays qui avaient travaillé déjà pour montrer comment elle est poreuse. Les frontières sont censées être formées, mais comment cette as est restée poreuse. Pour dire que les journalistes travaillent sur d'autres questions. Je vais laisser la parole à Dave qui va oui, non, je souhaiterais que Ignace réagisse par rapport à la question d'Amina, mais en attendant, je voudrais que Moma évoque un peu l'expérience avec OCCRP. Nous sommes sur un projet, bon, généralement, ça se passe dans les échanges aussi. Hein, dans les échanges, il faut ces canaux sécurisés où on peut se compléter et partager des informations importantes pour chacun. Donc, Mouma, je souhaiterais que tu évoques un peu comment, pas dans le fond, mais comment ça se passe généralement les échanges de façon sécurisée, parce que c'est très important quand la sécurité n'y est pas. Bon, en fait, Maxime a vendu la mèche, je crois. Donc, je pense qu'il a parlé de plateforme. Effectivement, quand il s'agit d'une enquête, que ce soit avec ICIJ ou OCCRP, les gens créent une plateforme. Une plateforme, par exemple. Cette plateforme-là n'est accessible qu'aux journalistes qui sont dans l'enquête. OK? Supposons, par exemple, pour les Pandora Papers, on dit qu'il y a 600 journalistes, dont nous, certainement, et chaque journaliste a la possibilité d'accéder à la plateforme. Et au niveau de la plateforme, il y a les 10 à 11 ou 12 millions de documents, okay, qui ont été fuités d'une certaine façon et qui ont été disposés sur une plateforme qui est à partir de laquelle, dans n'importe quel pays du monde, chaque journaliste qui est en droit de travailler sur un sujet donné a les possibilités, suivant un certain nombre de protocoles. Donc, chaque journaliste a la possibilité d'avoir accès à la plateforme. Et quand il a accès au niveau de la plateforme, il a la possibilité de faire des recherches sur ce qui l'intéresse en fait, quoi. Moi, je suis journaliste sénégalais. Quand je suis entré dans la plateforme de Pandora Papers, j'ai d'abord cherché ce qui intéressait le Sénégal. Bon, juste pour être en phase avec le fameux principe du journalisme, c'est-à-dire le principe de proximité, quoi. Donc, j'ai cherché quelque chose qui peut intéresser les Sénégalais. Tu vois. Maintenant, l'accès se déroule avec un téléphone portable, avec un ordinateur. Souvent, il y a plusieurs étapes, et l'une des étapes, c'est un peu peut-être l'étape d'authentification qui se fait dans une connexion entre le téléphone et l'ordinateur à travers certains outils Google. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire sur ça. Merci, Mouma. Ça peut paraître trop abstrait, théorique, mais bon, comprenez en tout cas qu'il a parlé d'accès. C'est très important de signaler que chaque projet, Ignace l'a dit,
ça dépend de la nature des projets et nécessite quand même une petite formation de mise à niveau pour permettre aux intervenants de pouvoir être au même niveau d'information et d'avoir la même formation pour pouvoir accéder à ces plateformes-là, parce que c'est très important. Et Maxime a parlé de sécurité de ces informations-là. Si on doit extraire les données et les stocker dans une machine accessible, et ça, c'est des choses qu'on évite généralement et les consignes sont très claires. Maintenant, Ignace, tu voudrais réagir sur la question de Amina? Très rapidement. Alors, la question de Amina, c'est vrai, tous les grands projets de partenariat, de collaboration que nous avons ont porté sur la corruption, les flux financiers illicites, l'évasion fiscale et tout. Vous savez, il n'y a pas de journaliste d'investigation sans source d'information. Vous voyez? Et les sources d'information que nous avons reçues pour initier ces projets sont, voilà, malheureusement sur des sujets d'ordre économique. Mais attention, il y a des sujets qui sont actuellement en cours, mais qui n'ont pas encore été publiés, sur lesquels je n'ai pas le droit de me prononcer, mais qui ne sont pas des sujets d'ordre financier, pas du tout. Donc, il y a plein de sujets qui sont en cours, par exemple, sur le domaine de l'environnement, par exemple, voilà. Donc, du coup, je ne peux pas rentrer dans les détails pour l'instant, mais ce n'est pas que des sujets financiers que nous traitons. Et pour faire un petit rappel, la Cenozo s'intéresse à toutes les thématiques d'investigation, violation des droits humains, la corruption, comment on appelle, l'environnement, comment dirais-je, la santé, tout ce qui est thématique d'investigation, la Cenozo s'y intéresse. Et donc, ce n'est pas forcément des questions de... Oui, beaucoup ont souvent cette perception de la chose, l'investigation, c'est forcément... Non, pas du tout. Donc, du coup, on s'intéresse à tous les sujets. Et pour revenir rapidement, si tu le permets, hein, sur la question de sécurité, moi, je me rappelle le premier projet collaboratif auquel j'ai participé. Le projet a commencé d'abord par une formation sur les questions de sécurité. Et à la Cenozo, nous l'avons intégré. Systématiquement, quand la Cenozo organise une formation, on donne toujours, il y a toujours une session sur la sécurité. Et la sécurité, ce que nous faisons à la Cenozo, c'est qu'on appelle la sécurité de cryptage de données. Donc, les échanges de mails cryptés par les clés PGP, et puis qu'on appelle la sécurité des données dans les machines, avec le système Veracrypt. Donc, c'est le niveau minimum de sécurisation des échanges et des données que les journalistes d'investigation peuvent avoir. Et systématiquement, la Cenozo l'implémente à toutes ces sessions de formation. On dégage toujours un créneau de 2 heures et on donne des notions sur ces thématiques. Alors, pour le projet de l'ACIJ a un triple niveau de sécurisation de ces bases de données. Et tout part toujours par les clés PGP. Donc, si par exemple, vous ne connaissez pas la technologie des clés PGP, il vous sera difficile de travailler avec la SRJ. Et donc, du coup, la question de sécurité, la SRJ le prend très au sérieux. Et il y a aussi des consignes en termes de ne pas garder les données dans son ordinateur et tout. Moi, je me rappelle, on était à Lomé le 6 juin. Je suis rentré à Ouaga le 12. Non, pas le 12, le 9, pardon, et le 12, on est venu me cambrioler. Et la consigne que nous avons reçue à Ouaga, à Lomé, c'était quoi? Vous ne sauvegardez rien dans vos machines. Même si vous téléchargez des choses, dans les 48 heures, il faut les supprimer. Et cette consigne était respectée. Si ce n'était pas respecté, parce que moi, on est venu me cambrioler, on a volé mes 2 ordinateurs. Vous imaginez si j'avais sauvegardé des données dans le truc, ça aurait peut-être fait échouer le projet Pandora's Paper. Parce que quand il y a une fuite de données sur un projet en cours, sur un projet collaboratif en cours, donc ça met en danger tous les journalistes qui participent à ce projet. Donc, la question de sécurité en matière de collaboration, elle est super importante. Et si tu le permets, je vais finir rapidement sur cet aspect. On a beaucoup plus parlé de la collaboration journaliste, mais on a, bon, je ne vais pas dire occulté, mais on n'a pas suffisamment parlé du partenariat maintenant entre organisations. Parce qu'aujourd'hui, la Cenozo est en train comment dirais-je, de prendre le devant des choses. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement de la collaboration entre journalistes, parce que la Cenozo ne se contente plus seulement de mettre en relation des journalistes pour travailler sur des sujets
entre les pays ou sur des sujets d'ordre global. Mais aujourd'hui, la CENOZO développe des partenariats avec d'autres organisations pour répondre à d'autres besoins. Vous savez que souvent, les journalistes d'investigation font l'objet de poursuites quand ils travaillent sur des sujets sensibles. Aujourd'hui, la CENOZO est en train de négocier un partenariat avec Reporters sans frontières et ce partenariat stipule que Reporters sans frontières serait, comment dirais-je, le bras opérationnel de la CENOZO pour assister tous les journalistes qui feront l'objet de poursuites après publication d'une enquête. Et ce partenariat est aujourd'hui en de bonne voie. Une convention sera signée entre la CENOZO et Reporters sans frontières. Et donc, quand nous menons une enquête, le journaliste n'a plus de souci à se faire quand il publie une enquête. Bon, une enquête qui respecte évidemment. Nous avons un protocole. Et le protocole, c'est que vous travaillez sur votre sujet. Nous avons un mentor qui suit le travail avec vous. Nous faisons une édition légale. Donc, il y a un avocat qui vise le document, le papier avant que ça ne soit publié. Maintenant, si toutes ces étapes sont respectées et que l'article est publié et qu'après ça, éventuellement, il y a des poursuites, Reporters sans frontières maintenant vient en soutien aux journalistes, lui prend peut-être un avocat, fait une campagne de, comment on appelle, de mobilisation des organisations pour sa défense et pour qu'on appelle faire des plaidoyers pour sa relace. Donc, aujourd'hui, la CENOZO est très avancée sur cette thématique et les discussions sont vraiment très évoluées, notamment sur les Pandora Papers, c'est déjà un acquis, mais il faut que la convention soit signée pour que, voilà, ça s'étend à tous les projets que la CENOZO va éviter les jours à venir. Merci Ignace. Momar? Moi, je voulais juste ajouter une chose, disons deux, par rapport à la première question de Madame. Je pense que souvent, quand les gens font font le buzz avec des fuites de documents bancaires, je pense que c'est à quoi ils ont été contraints. C'est-à-dire, ce sont des choses qui, du jour au lendemain, vous tombent entre les mains. Parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui travaillent dans des très grandes institutions qui, un jour, ont voulu jouer au lanceur d'alerte. Donc, c'est ainsi que ça tombe. La réalité, c'est que très souvent, moi, je pense que ce soit au niveau national ou au niveau international, moi, je pense que les gens sont plus intéressés par des choses spectaculaires que par d'autres choses. Tu vois. Quand on parle de santé, bon, normalement, ça doit être évident que ça doit nous concerner au premier chef. Parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Quoi. Tu vois. Mais je donne l'exemple du Sénégal. Moi, je constate que, enfin, tout le monde, tous les journalistes, on l'a constaté, tous les journaux qui titrent sur autre chose que la politique, mais ils peuvent toujours prendre tout le reste des invendus et aller les stocker ailleurs. Quoi. La réalité est que les gens sont intéressés fondamentalement par le fait de disposer d'informations spectaculaires. Tu vois. La deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à la sécurité. Finalement, nous, on est devenu extrêmement prudent par rapport au travail qu'on fait. Extrêmement prudent, tu vois. Moi, il m'est arrivé en 2017, on m'a cambriolé chez moi. Il y avait sur ma table, il y avait mon ordinateur et il y avait l'ordinateur de ma femme. Mais c'est mon ordinateur qu'on a pris. On n'a pas pris l'ordinateur de ma femme. Tu vois? Enfin, on peut en tirer 10 000 questionnements, mais c'est ça la réalité. C'est pourquoi les journalistes prennent le temps de sécuriser un peu ce qu'ils font, quoi. Merci Moma. Alors, nous allons certainement continuer à voir s'il y a des questions, des préoccupations que l'Assemblée veut exprimer. D'accord. Je voudrais juste ajouter un petit de complément d'information. Le système de cryptage de clés PGP, par exemple, ça n'empêche pas le journal de perdre des données. Vous perdez vos données, par exemple, si on vole vos machines, etc. Mais l'avantage, c'est que
les données qui sont dans la machine, personne ne peut y avoir accès. C'est tout l'avantage. C'est-à-dire, le cryptage de données, ce que vous sauvegardez dans votre machine, il n'y a pas de risque zéro, quoi, que ça soit perdu. Mais si il arrive que vous perdez votre machine, personne ne peut avoir accès aux données. Bon, écoutez, nous sommes dans le numérique, qu'on appelle des technologies se développent au jour le jour, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore qu'on appelle la preuve du contraire. Et donc, du coup, c'est la technologie à laquelle on se fie d'abord pour le moment. Et les recherches sont, qu'on appelle de façon permanente en cours. S'il y a une technologie plus avancée, on va pouvoir migrer là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle la mutualisation des renseignements qui se font aujourd'hui entre les États. Donc, les États se mettent ensemble pour collecter ensemble les renseignements entre États. Donc, exactement, il faut que les journalistes aussi font la même chose. Donc, non seulement on se met ensemble pour travailler, mais on cherche en même temps des technologies pour mieux se protéger par rapport à ces États qui développent des moyens de plus en plus puissants. Vous avez suivi un peu l'affaire des Pegasus où les journalistes ont été la cible de plusieurs entités. Donc, voilà, il faut que le journaliste aussi se mette au pas pour pouvoir vraiment faire face à ces genres de situations. Merci Ignace. D'autres questions, d'autres préoccupations ou même contributions? Any question from Abuja, Kenya, Johannesburg, Ethiopia? I remember that we are talking about the role of partnerships and collaboration in investigative journalism in Dakar. So it is time for you to ask if you have any question to the speakers. OK. Donc, visiblement, il n'y a pas de questions. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut... Est-ce qu'il y a d'autres questions ici, dans la salle? Voilà. Donc, je pense que sur ce, nous allons clore cette session. Est-ce que mes collègues autour de la table veulent dire un dernier mot? Voilà. Je pense que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Merci. Ouais, ce qu'il faut garder, comme je le disais, c'est que l'avenir du journal d'investigation aujourd'hui, c'est la collaboration. J'ai terminé avec un petit témoignage. Les Panama Papers, c'était en 2016, je crois, et je faisais mon enquête sur un groupe qui était dans l'extraction minière, qui avait des tentacules un peu partout dans la région. Mais les leaders, les responsables en fait de ce groupe n'étaient pas au Togo, ils étaient au Ghana. Et ceux qui étaient au Togo, ils ne voulaient pas répondre à nos questions. J'ai dû compter sur un collègue journaliste au Ghana qui justement était aussi membre du projet de Panama Papers. Et donc, il m'a aidé à contacter en fait l'un des responsables du groupe qui était basé au Ghana. Et donc, la réponse que j'ai cherchée au Togo, que je n'ai pas trouvé. Au Togo, ils étaient totalement, en tout cas, ce que j'ai pu finalement contacter, ils étaient totalement dans la négation. Non, ils ne connaissaient pas les entreprises qu'on a citées qui étaient dans les paradis fiscaux. Mais lorsque un collègue au Ghana a appelé les responsables de cette société, bon, il n'a pas beaucoup parlé, mais surpris par la question, il a lâché quelques mots qui se sont révélés très importants, en fait, qui sont carrément allés en contradiction avec ce que les responsables de l'entreprise, du groupe Autogo, me donnaient comme information. Et donc, c'était un appel de quelques secondes, mais qui s'est révélé très, très important, en fait, dans mon enquête et qui a sûrement bonifié le travail de l'enquête. Et donc, cette collaboration, ça ne nous a pas coûté des millions, en fait. J'ai sollicité son aide, qu'il a offerte de façon gracieuse. Il a appelé quelqu'un pour quelques secondes, mais ça a été très, très déterminant pour la portée de cette enquête. C'est pour dire que parfois, ce n'est pas grand-chose, mais c'est important de mettre ça dans la tête que nous gagnons tout en étant dans la collaboration lorsque nous mettons
nous nous mettons à faire de l'enquête. Merci. Okay. Merci Maxime. Ce que Maxime dit est très important parce que on peut vouloir négliger certaines actions que nous avons à prendre pour renforcer le contenu de ce qu'on est en train de faire, et ça peut s'avérer très important dans le contenu de ce qu'on va donner au final. Ignace? Alors, pour conclure, moi, je vais dire deux choses. La première chose, c'est que la CENOZO est une organisation ouverte à tous les journalistes des pays de la CEDEAO et de la Mauritanie. Et il n'y a pas de... Tout le monde peut adhérer à la CENOZO. Nous avons bien évidemment des critères d'adhésion. Il faut être journaliste d'investigation. Il faut pouvoir prouver qu'on est journaliste d'investigation. Donc, voilà, envoyer les articles qu'on a déjà publiés et tout. Mais en dehors de ça, il y a, comment on appelle, les appels à candidature que nous lançons sur des projets. Et ces appels à candidature ne se limitent pas forcément aux membres de la CENOZO. C'est ouvert à tout le monde, à tous les journalistes, comment dirais-je, ouest-africains. Alors, vous savez, si vous suivez bien, comment on appelle, comment les réseaux se sont constitués, comment la collaboration s'est développée autour de plusieurs projets, c'est que c'est des contacts. Telle personne a rencontré telle personne, et puis voilà, les idées sont parties comme ça. Et donc, les appels à candidature que nous lançons, voilà, justement, ça offre cette opportunité-là aux gens. Si, par exemple, vous êtes retenu sur un appel à candidature et que vous participez à une formation, au cours de cette formation, vous rencontrez des journalistes d'autres pays, et c'est comme ça que vous commencez par développer qu'on appelle votre réseau. Et CENOZO, par année, et chaque année, nous lançons une dizaine d'appels à candidature, voilà, donc d'appels à projets même. Donc, on demande aux journalistes s'ils ont des projets d'enquête, de les soumettre à la CENOZO. On initie des séances, des sessions de formation, etc., etc. Donc, on le fait chaque année, une dizaine d'appels à candidature, tout ça. Là. Vous pouvez visiter notre site internet pour voir un tout petit peu. C'est vrai, on l'a mis à jour récemment, donc on a perdu une bonne partie de notre base de données. Mais vous allez sur le site, vous allez voir quand même les différents appels à candidature, enfin, les derniers appels à candidature que nous avons lancés. Et ça vous donnera une idée. Et vous pouvez vous abonner à notre newsletter parce que désormais, systématiquement, quand nous lançons un appel à candidature, nous l'envoyons dans, qu'on appelle, dans la boîte mail de tous ceux qui sont abonnés à notre site. Alors, pour finir, je voudrais dire, alors la collaboration, c'est vrai, c'est bon, ça a ses avantages et tout, mais il faut faire attention. On ne se met pas ensemble avec tout le monde. Parce qu'il y a aussi des risques comment on appelle, de vente d'informations, de fuite d'informations et de sabotage de votre enquête. Si vous vous mettez en collaboration avec un journaliste qui ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes principes que vous, c'est perdu d'avance. Il y a des journalistes qui se disent journalistes d'investigation, mais qui sont des gens stupides. Si vous travaillez sur un sujet sensible et que lui voit qu'il peut en tirer profit, il passe derrière, dans votre dos, va voir celui sur qui vous travaillez, il lui vend les informations, il vend la mèche, peut-être il est récompensé. Oui, non, c'est déjà arrivé. C'est des cas qui sont déjà arrivés. Et donc, je voudrais attirer l'attention là-dessus. On se met en collaboration avec des gens avec qui on partage les mêmes valeurs. Vous êtes sûr que vous partagez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes principes, vous avez les mêmes façons de travailler et que vous défendez les mêmes, enfin, vous avez les mêmes visions des choses. Alors, si ce n'est pas le cas, alors vous vous mettez en danger en allant en collaboration. Mais il est quand même important de savoir que la collaboration a ses avantages, mais ça comporte aussi une part de risque si on se met en collaboration avec la mauvaise personne. Je voudrais m'en arrêter là. Merci. Merci pour cette mise au point. Sur ce, je pense qu'on va clore cette session. Non, Moumar, non, voilà. Moumar n'a pas quelque chose. Voilà. En tout cas, l'équipe de la CENOZO vous remercie pour votre attention. Et nous osons croire que tout ce qui a été dit ici peut porter fruit et permet aux uns et aux autres de pouvoir capitaliser quelque chose à l'avenir dans leur travail. Et je pense que la CENOZO restera cette fêtière ouverte à tout le monde. Ahmed a signalé une anecdote qui peut aussi nous inspirer, nous tous, à frapper à la porte de la CENOZO à chaque fois qu'il s'agit de soutenir une question d'intérêt public avéré et que nous puissions
bien sûr travailler en synergie pour que l'Afrique de l'Ouest, effectivement, arrive à corriger ses tares dans ce domaine et que les journalistes arrivent à travailler de façon voilà, en symbiose, en synergie et traiter les questions d'envergure telles que c'est mentionné dans les missions de la CENOZO. Sur ce, au nom du panel, je vous remercie pour votre aimable attention.